Bonjour à tous, bande de connards, de hippies de merde. Aujourd'hui, on va parler de Once Upon a Time in Hollywood. Réalisé par Quentin fucking Tarantino. Ah oui, au fait, bienvenue chez les assoiffés de ciné. Alors de quoi parle ce film? Eh bien, sans rien dévoiler, le film se passe en 1969. Une année qui porte très bien son ombre. Ah, les années sexe. Les années sexe. Et la petite Thérèse. En 1969, donc, la star de télévision Rick Dalton et sa doublure, le cascadeur Cliff Booth, poursuivent leur carrière et essaient de se relancer dans une industrie du cinéma en pleine transformation. C'est l'avènement du nouvel Hollywood. Et en parallèle, le mouvement hippie est à son apogée. De plus, en plein été, le 9 août, Hollywood sera à jamais marqué par un fait divers barbare, l'assassinat de l'actrice Sharon Tate, enceinte de 8 mois, épouse du cinéaste Roman Polanski, et de ses amis dans sa villa, par les disciples du gourou Charles Manson. Du coup, ce nouveau Tarantino, qu'en as-tu pensé? Eh bien, j'ai apprécié ce film. Il est vraiment basé sur un fond de mélancolie avec quelques notes d'humour très bien placées. J'ai ri pendant la séance. Et au niveau technique, réalisation, c'est du prodige à la Tarantino. Il parle très bien du déclin et des questionnements d'un acteur et également de la fin d'une époque hippie, utopique, peace and love. Mais j'ai trouvé également aussi le film trop long. J'ai l'impression d'avoir vu une version longue et il y aurait des passages qui mériteraient d'être cutés ou d'être raccourcis. C'est parce qu'il a eu les pleins pouvoirs en fait sur le montage et... Il a fait vraiment... c'est un de ses films les plus personnels d'ailleurs, et je trouve qu'il ressemble beaucoup à Jackie Brown. Et c'est un des films de Tarantino qui m'avait le moins touché, le moins parlé. C'est peut-être pour ça que celui-ci m'a moins parlé que les autres, mais je l'ai quand même apprécié et je vois ses qualités. Et il y a des scènes vraiment jouissives et qui m'ont bien parlé. Ce que j'ai le plus apprécié dans le film, c'est vraiment le duo DiCaprio-Brad Pitt. C'est un duo ringard, mais vraiment cool. La Tarantino, il sait rendre le ringard cool. Et c'est eux qui portent le film. Complètement. Pour ma part, je suis un peu emmerdé avec ce film parce que je l'ai bien aimé, mais c'est clairement un de ses films les moins bons. On aborde des sujets intéressants, mais ça ne va pas assez loin et je trouve que ce n'est pas assez percutant. Il y a beaucoup de choses qui sont trop vagues alors que le long métrage est quand même assez long et se déroule très lentement, donc il y avait de quoi faire. Je me suis même franchement ennuyé à certains moments et il faut quand même noter qu'il y a 6 personnes qui ont quitté la salle dans notre salle et qu'une personne à côté de nous s'est endormie. Une personne à côté de nous s'est endormie, mais vers la moitié du film, elle s'est réveillée et elle a rigolé comme une folle. Genre, en fait, elle se réveille, elle fait... Mais qu'est-ce que c'est, ça? Genre, la personne n'est pas au courant de l'histoire, mais elle se réveille et rigole. Genre. C'est ça le pouvoir de Tarantino au final, c'est de te faire chier pendant 2 heures et puis à la fin de tout éclater, quoi. Non, ouais, c'est vrai que moi, il y a un moment, quand même, il y a un signe qui montre que je m'ennuie, c'est quand je commence à m'étirer comme ça. Je commence à faire ça, comme ça, ça veut dire, oula... Pff. Mais ça n'a pas duré longtemps, c'est vraiment un passage vers le milieu du film qui m'a un peu... Oui, et puis à côté de ça, il y a quand même des gens qui ont applaudi à la fin de la séance, donc... Oui. Bon, ils ont applaudi après une connerie. Après la scène post-générique, enfin une scène pendant le générique. Ouais, mais bon. Heureusement, Tarantino est là pour nous dire « Coucou, je m'appelle Quentin Je m'appelle Quentin, je suis de Montargis. » et je fais des bons dialogues. Heureusement aussi que le duo d'acteurs principaux, Brad Pitt et DiCaprio, fonctionne à merveille. Et qu'ils ont casté un chien qui est formidable aussi, qui a eu la Palme d'Og à Cannes, quand même. Et j'ai quand même bien rigolé, hein. Le film est drôle, je te rejoins, et il a un petit côté dépressif aussi. Ah oui, DiCaprio est très touchant dans ce film. Il y a 2 scènes vraiment où il m'a bouleversée, où vraiment c'est les scènes où il est en pleine interprétation et où il se retrouve aussi dans sa caravane là, et où il est en déception sur lui-même. Je développerai un petit peu plus tout ça dans la partie spoilers, en abordant d'ailleurs des sujets un peu plus polémiques. Là, j'ai pas envie d'en dévoiler plus, je vous conseille d'aller le voir quand même. Si possible, n'allez pas le voir en VF par contre, parce que même si les doubleurs sont très bons, la VF fait quand même des choix particuliers. Par exemple, ne pas traduire des trucs qui passent à la télé ou à la radio, ou bien ne pas sous-titrer des chansons. Si je devais donner une note à ce film, je lui donnerais 12 ou 13 sur 20. C'est pas mal déjà, c'est 3 étoiles sur Allociné. Moi, je lui donnerais plus à ce film, mais à présent, j'ai envie de changer un peu de point de vue sur les notes qu'on attribue au film, et j'ai besoin d'un peu plus de maturation et de réflexion sur certains films, et là, j'ai pas envie de lui attribuer une note maintenant, je préfère encore y réfléchir, y penser, le revoir, certainement, et comme ça, je pourrais lui attribuer peut-être une note ou pas, parce que peut-être qu'il restera dans une abstraction de pensée et d'évaluation... interstellaire. Putain, on dirait le film. On dirait Manson, quoi. Stellaire. Non, il joue de la guitare, hein, il se touche pas la quiquette. Je sais que je fais mal la guitare, effectivement. Comme dirait Joe Kaboom dans Toy Story 4, vu son t-shirt, maintenant on va passer aux spoilers, donc tabarnak, casse-toi.
Avec cette fin, Tarantino modifie une fois de plus un élément majeur de l'histoire. Dans Inglourious Basterds, il tuait Hitler, et ici, il tue les hippies, responsables de la mort de 7 personnes en août 69. C'est jouissif de voir ça, même si à première vue ça peut sembler perturbant de modifier un élément aussi majeur, et c'est le but recherché, une fois de plus. Donc en ça, Tarantino ne se renouvelle pas vraiment, vu qu'il a déjà fait ça. C'est cool, mais dans Inglourious Basterds, il tue Hitler, et ça arrête inévitablement la guerre, ça l'empêche de nuire à jamais, même si la guerre était déjà plus ou moins terminée. Alors qu'ici, il a juste tué 3 clampins, il a même pas tué Charles Manson, donc qu'est-ce qui va l'empêcher de nuire encore à d'autres personnes plus tard? Surtout qu'on sait que les disciples de Manson ont tué le lendemain 2 autres personnes. Bah disons que c'est avec Sharon que ça a commencé cette paranoïa dans Hollywood, quoi, ambiante, et c'est la fin de cette utopie hippie. Donc là, le fait qu'ils aient pas tué quelqu'un d'aussi connu, qu'ils aient pas réussi, ça va pousser les autres quand même à se protéger. Donc on rappelle qu'à l'époque, il y a eu des chiens de garde qui étaient achetés, des fusils, tout le monde s'est barricadé à partir de là en fait, parce qu'avant ils avaient presque leur maison ouverte en mode open bar, ils prenaient les gens en stop, ce qu'on voit dans le film, il y avait une sorte d'innocence. Non mais cette fin, elle est tellement jouissive, et voilà, elle est plus heureuse comme dans Inglourious, comme tu as dit. C'est l'évitement vraiment d'une époque qui a été assassinée par Manson, et après on peut essayer d'imaginer ce qui va se passer, le réalisateur il nous laisse un peu libre cours à notre imagination, mais à la fin je pense que Tarantino a voulu nous dire qu'il n'y a pas besoin d'une vision utopique de l'amour ou d'une vision meurtrière et violente des choses dans l'acte, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller dans les extrêmes pour se comprendre, il suffit juste de communiquer. À la fin, on a ces 2 générations d'Hollywood, la jeune et l'ancienne, qui se rencontrent, qui se parlent et qui s'admirent mutuellement. Et il y avait juste besoin de communiquer, d'échanger afin de créer ensemble et de pouvoir mener Hollywood à quelque chose de bien et de mieux. Il nous montre que ce qui marche chez Hollywood, c'est les connaissances et le piston. Ouais. Tarantino il a voulu montrer que dans ce milieu, c'est la déchéance et le manquement du succès rêvé qui crée la violence, que ce soit chez DiCaprio qui commence à péter un boulard quand il voit qu'il va plus réussir, ou que ce soit chez Manson, parce que Charles Manson a toujours essayé de percer dans la musique, mais même en étant un peu pistonné, en ayant des connaissances, il a jamais réussi en fait. Et il a une frustration à lui qui l'a poussé à être violent envers cette élite. Tout ça, c'est très suggéré dans le film, en fait. Si on n'a pas vu un documentaire sur Manson, ou si on n'est pas américain, je pense qu'ils connaissent quand même mieux l'histoire, cette histoire que nous. On comprend pas forcément pourquoi est-ce qu'ils s'attaquent à ces gens-là en particulier, et tout le délire de Manson qu'il y a derrière. Oui, si on connaît pas un peu l'histoire de Polanski et de sa femme, c'est vrai que c'est plus gravé dans leur culture à eux. Quelqu'un qui connaîtrait pas du tout l'histoire, il serait un petit peu paumé, quoi. Enfin, l'histoire a encore moins d'intérêt, je trouve, parce que... Moi, j'étais un peu fascinée parce que cette histoire, elle fascine un peu de façon morbide, quoi, quand on s'intéresse au serial killer. C'est vrai qu'on regarde la série Mindhunter, là d'ailleurs, la saison 2 va parler aussi de Manson. Et d'ailleurs, c'est le même acteur qui va jouer Manson. Ouais. D'ailleurs, l'acteur, ça doit être magnifique. Tarantino l'a fait, mon gars, tu vas avoir le rôle de Charles Manson, ça va être badass et tout. Le mec l'a fait, yes. En fait, t'apportes juste une pizza et tu parles 2 secondes. Voilà. Tu vois Marseille dans la Casa des Papel? Ah. Bah, en même temps, moi j'aime bien comment il le représente, parce qu'il est là comme une ombre qui plane en fait, et ça représente bien sa manière de faire. Et puisqu'on parle de piston, il y a la fille de Uma Thurman, donc Maya Thurman, je crois, un truc comme ça, qui joue dans le film. Et c'est assez marrant quand on sait que Uma Thurman s'est plainte de la maltraitance qu'avait pu avoir Tarantino envers elle sur le tournage de Kill Bill. Ça la gêne pas d'envoyer sa fille à l'abattoir par contre. Cela dit, elle a quand même du talent, et on l'a vu dans Stranger Things où elle passe très bien, et voilà. D'ailleurs, la scène où on la voit, elle se carapate. On dirait que Tarantino veut lui éviter le massacre. Oui. Serait-ce une sorte de rédemption? Lui donner plus ou moins le bon rôle. Lui éviter la violence, qui va se produire plus tard. Et vraiment, c'est hippie, là, avec... comment il s'appelle? Tex, qui est la... Tex, ouais. Le diable en personne. Non, c'était un autre nom. Plus merdique que ça. Ça me rappelle un peu le passage avec les cagoules dans Django. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, on va rien avec ces cagoules. Donc oui, ce plan avec les hippies qui arrivent dans la résidence avec toutes ces villas hollywoodiennes, ça m'a fait penser vraiment à Kill Bill au début, quand ils veulent assassiner la mariée, avec les assassins qui arrivent comme ça, tous alignés. Là, c'était vraiment un plan qui faisait écho à ça. D'ailleurs, qui n'arrivent pas finalement à faire leur mission comme il faut. En tout cas, ma scène préférée, je me suis direct identifiée, parce que si dans ma piscine, il y avait une migale ou une femme chelou, direct je sors le lance-flamme aussi. Ah ouais. Quand DiCaprio, il sort le lance-flamme, avec cette petite musique là, j'étais morte. Là, je me suis dit, ah ça c'est une fin à la Tarantino, je suis pas déçue. Cramer des hippies au lance-flamme, c'est magnifique. Mais enfin, ça m'a fait penser aussi à Barnabas dans Dark Shadows, qui, dans un autre style, bouffe des hippies. Oui, autour d'un feu de camp.
Le film va aussi parler quelque part des classes à Hollywood, des classes de réussite, et c'est métaphorisé, je trouve, par cette colline où il y a les villas, donc on a l'impression que les villas sont positionnées selon le stade de réussite, avec une hiérarchie, ouais. Avec ces hippies qui arrivent vraiment du début de la colline, comme ça, avec Rick qui a sa villa là, Sharon elle a sa villa plus haut. Et le film questionne aussi sur la servitude, justement, sur ceux qui servent les uns et les autres. Il y a le chien qui sert Cliff, Cliff qui sert Rick, les hippies qui servent Manson. Qui servent à rien. Wow, cool man, oh, négativité. Au final, cette nouvelle histoire, elle nous montre un peu que ceux qui s'en sortent, c'est les gens les moins naïfs, parce que les hippies sont très naïfs, et tous un petit peu dans un truc peace and love, mais ceux qui se méfient, ceux qui ont des gardes, ceux qui ont des chiens, ceux qui sont pas totalement dans le rentrer chez moi comme ça, c'est ceux qui s'en sortent. Genre, Rick a quand même Cliff pour veiller sur lui, Cliff a sa chienne. Il a la thune pour avoir tout ça aussi. Ça aide à se protéger, forcément. Bah, Sharon aussi. Oui. Mais c'est juste qu'ils sont dans un mood... Voilà, oui, c'est dans une sorte d'innocence ambiante, c'est-à-dire que voilà, la star, elle prend des gens en autostop, elle va au cinéma voir ses propres films, se prend en photo par les gens qui ne la reconnaissent même pas, elle va voir ses films, elle met ses gros pieds sur les sièges... Oui, bon, il y a beaucoup de choses dont il faut qu'on parle, là, dans tout ce que tu viens de dire. On va d'abord faire un arrêt sur les pieds, parce qu'il y a un petit malin dans notre salle, quand il a vu Sharon mettre ses gros pieds sur les sièges, il s'est dit « Oh ben je vais faire pareil, vu que le film le permet, moi aussi je vais mettre mes pieds. » Mais si le film est en train de montrer quelqu'un qui tue quelqu'un, tu vas pas tuer quelqu'un dans la salle non plus. Alors mets pas tes gros pieds sur le siège. Voilà, ça a duré quoi, 1 minute, après il les a reposés, il a compris que... Qui était con. Ouais. Après 1 minute, hein, j'ai compté dans ma tête, je fais 1, 2... Et oui, comme d'hab avec Tarantino, il y a des gros plans sur des pieds de femmes parce qu'il adore les pieds de femmes. Les gros pieds qui puent de Margot Robbie, par exemple. Comme d'hab. Oh putain. Je l'ai pas vu venir celle-là. À croire qu'il y avait que ça d'intéressant dans le rôle de Margot Robbie. Et oui, en fait, oui, il y avait que ça d'intéressant. Non, Margot Robbie, pendant le film, elle fait... Oui, c'est vrai. Wow. Je pensais plus que... À ce moment-là, elle joue bien. Il y a aussi un moment où elle se regarde au cinéma. Non mais alors ce moment, je comprends pas. Une cruche qui joue le rôle d'une cruche qui se regarde en train de jouer la cruche, je comprends pas qu'elle... Elle aurait pu jouer un pot à eau. Non mais à quoi ça sert, oui. Par exemple. Le seul intérêt de l'existence de ce personnage, c'est d'augmenter l'effet de surprise à la fin, parce qu'elle est là et finalement elle meurt pas, et voilà. C'est un peu Peach dans Mario, quoi. Mais ça aurait été bien de la développer un peu plus. C'est un peu Peach dans Mario, c'est quoi. réaliste, il paraît que voilà, c'était Miss Kentucky, je sais pas quoi, là. Miss Missouri à 6 ans, ouais. Voilà. Après, c'est Peach dans Mario, quoi. Je vais le dire à chaque fois parce que personne ne réagit. Pourquoi vous réagissez pas, vous? Peut-être t'es mal mis, toi, d'ailleurs. Salaud! Comme on l'a dit, DiCaprio, il est magistral. La scène où la petite, elle lui murmure je n'ai jamais vu quelqu'un jouer si bien, là. Il est vraiment dans un mood, mais c'est incroyable ce qu'il dégage. Mais bon, il a toujours fait ses preuves, hein. On sait que c'est El Gringo de la Vega. De la Vega. Et ce passage où il interprète le méchant dans cette série de cowboys, c'est peut-être trop long, mais c'est vraiment utile pour montrer à quel point la tension monte. On a peur qu'il se trompe dans son texte parce qu'on a un peu pitié de lui. Il veut réussir, il donne toute son énergie, même s'il a bu 8 verres au lieu de 4, et ça c'est terrible, ne jamais le faire. Mais... Et même cette scène avec la petite fille où elle est en train de lire un livre sur Walt Disney, et lui il lit un vieux roman de cow-boy, on voit la nouvelle génération plus mature et plus professionnelle qui arrive, et avec cette génération vieillissante et dépassée, ces vieux cow-boys moralisateurs, et on voit voilà, la génération Disney, bon Disney maintenant il a une emprise plus grande sur le cinéma, donc on sent le message de Tarantino. Le nouvel Hollywood qui remplace l'ancien. Ouais, c'est intéressant comme thème ce sujet du vieil acteur qui commence à être sur le déclin et qui déprime à cause de ça. DiCaprio est à fond, il joue divinement bien, mais je trouve que je sais pas pourquoi ça manque quand même d'intensité si on compare ça par exemple à Birdman, qui parle un petit peu du même sujet, ça a rien à voir. Ah mais quand même la scène dans sa caravane elle était puissante, hein, tu ouais. sens vraiment... Et on sent aussi la projection de Tarantino sur ce personnage, on sent qu'il s'identifie vraiment à lui. Oui. Par rapport à ses questionnements et ses interrogations sur qu'est-ce que je dois faire pour être dans le coup, qu'est-ce que je dois pas faire, On sent la tension du monsieur. Mais il y a un côté théâtral dans tout ça, enfin en même temps c'est Hollywood. C'est une série de cow-boys et... À Hollywood, c'est que de l'illusion, hein. C'est superflu. Et la réalité... Cette phrase ne finira jamais. Rattrape la fiction, voilà. C'est le moteur... Tu fais très bien le moteur. Tu peux le refaire, s'il te plaît? Ah, c'est beau. Ouh.
Petite anecdote d'ailleurs, hein, Rick Dalton et sa doublure sont inspirés de personnages réels de l'acteur Burt Reynolds et de sa doublure Cascade. Donc aucun rapport avec Walking Dead et Lucky Luke. Rien à voir. Déçu. Comme dans Les 8 salopards, on a un narrateur qui débarque d'un coup pour 2 scènes, on sait pas trop pourquoi, et qui n'a pas un grand intérêt. J'aime pas trop quand il fait ça Tarantino, mais bon, pourquoi pas, ça passe. Un avis sur le narrateur? N'aime pas trop. Bah, je vais pas dire oh mon dieu, un narrateur au milieu qui débarque, c'est du génie. Mais toi qui comprends peu de choses, Oui. au moins il t'explique. Oui, il t'explique. Mais pourquoi il t'explique pas pendant tout le film? Pourquoi au milieu d'un coup? Attends, tu veux un narrateur tout le long? Mais oui, si tu mets un narrateur, assume-le jusqu'au bout. D'ailleurs, le narrateur, c'est la voix de Kurt Russell, qu'on a plaisir à retrouver, hein, encore dans un film de Tarantino, et qui est en couple, en plus, avec la cascadeuse qu'il veut buter dans Boulevard de la Mort. Et ça, c'est cool. On dirait que le film a pris une autre fin, le Boulevard de la Mort. Ouais. En fait, ils ont fini ensemble et c'est beau. C'est beau. C'est le plus grand des cascadeurs. Kaboom! Oh yeah! Oh yeah! Hop là! Il adore prendre la pause. Sur le plan des musiques, moi j'ai pas trop kiffé spécialement. C'est pas un répertoire que j'apprécie c'est en pas particulier. Du rock. C'est pas du rock. Ah bah non. C'est les... Ouais, ah bah non, c'est pas du rock. De base, c'est pas des années qui m'intéressent de ouf. Moi. East Rock, mais c'est pas du rock. Bah non. C'est pas du Queen. Tu vas imiter cet homme toute la vidéo encore. C'est pas Prince, c'est pas Queen, c'est pas David Bowie. Ah bah ouais, bah non, bah j'aime pas, voilà. J'espère que vous avez la référence, parce que sinon vous êtes en train de vous dire qu'elle est complètement... Con. Et vous avez raison. Pas dur le blues, hein, tu te mets dans un champ, tu cries. Attends, il y a un film sur Charles Manson, et ils mettent pas du Marilyn Manson, alors moi je me casse, bah oui. Je comprends pas. Oui. Bah c'est vrai que ça aurait été bien du Marilyn Manson. Ah bah ouais, Kill for Me, bah c'était parfait, ah bah ouais. Mais tu l'as raté ton film. Qui a choisi son nom bien sûr en référence à Charles Manson et à Marilyn Monroe. C'est du génie. La Belle et la Bête. On va parler d'un autre truc qui s'est passé extraordinaire dans notre salle. Dans la scène où Brad Pitt prend la jeune hippie chelou en autostop, elle lui propose gentiment, comme ça, normalement, de le sucer. Ce que tout le monde ferait. Entre amis. Entre amis, bien sûr, quand on ne s'est jamais rencontré avant. Enfin, si on s'est fait coucou, enfin. Et dans la salle, tout le monde buvait son thé, comme ça, genre, bah, c'est normal, écoute. Là. Par contre, quand elle va sur lui et qu'elle lève les bras et qu'elle a des poils, la salle a fait... Je vous jure, même les femmes ont crié genre « Oh !» Mais est-ce que les femmes soulèvent leurs bras parfois pour regarder ce qui s'y passe? Faites-le, vous allez voir. Il s'y passe des choses extraordinaires. Et oui, Jamy! Peut-être que les gens sont un petit peu lobotomisés par les pubs d'épilation qui montrent des femmes s'épiler sur une peau déjà épilée, où il n'y a pas de poils. C'est un achat inutile. Le rasoir qui rase de la police. C'est beau. Non, juste, voilà, les gens, quand vous voyez des poils, calmez-vous. Tout va bien. Comme dirait Orelsan. Ah oui, c'est drôle, parce que tout le long, tu vois des mecs qui se font cramer au chalumeau. Mais quand... Par contre, des poils sous les bras d'une femme, ça fait hurler le public. Ouais, bah oui. Comme quoi, je suis pas fan des hippies, mais ils devraient revenir de temps en temps, quand même. Ouais. Parce que la société devient un peu con. Puisqu'on commence à parler de sujets un petit peu polémiques, Bruce Lee est dans le film, et sa fille accuse Tarantino de le faire passer pour un mec hyper arrogant et tout ça, alors que ce serait faux, machin. Tarantino, lui, de son côté, approuve et il dit qu'il a lu sa biographie et que c'était un mec arrogant qui prétendait pouvoir battre Mohamed Ali. Et donc c'est à ça qu'il fait référence avec ce combat avec Cliff. Vous en pensez ce que vous voulez, moi je connais pas assez bien Bruce Lee pour juger. C'est drôle quand même, Bruce Lee, on dirait qu'il lit, et Mohamed Ali. C'est vrai. C'est mal conjugué, tu vois, mais Ali. C'est mal conjugué. Alu. Mohamed Alu. Bruce Lee et Mohamed Alu. Là, ça aurait été bien, là. C'est génial. Comme quoi, ils étaient peut-être faits pour la lecture et pas le combat. Qu'est-ce qu'elle... Putain, tu vas chercher ça avec ça. Pour ma part, pour conclure, je trouve que ce film est une réussite, c'est une très belle reconstitution de l'époque, et un hommage au cinéma comme Tarantino sait très bien le faire. On ressent tout son amour pour cette époque, et c'est vraiment sa jeunesse, et son amour pour le cinéma, et on sent voilà, l'identification qu'il s'est fait de lui-même sur le personnage de Rick, et c'est touchant. Moi, je dois avouer que c'est une année qui m'intéresse pas trop, mais l'année 69 est une année charnière. Il y a eu le premier pas de l'homme sur la Lune. Oui. C'était aussi la fin de ce monde utopique de paix et d'amour. Les hasards du calendrier, le film sort en août 2019, donc 50 ans après les tueries des membres de la famille Manson.
Donc voilà, le message de Tarantino, c'est tuer des gens, faites pas la paix et l'amour, bordel. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, pensez à vous abonner, à cocher la petite cloche, à lâcher un pouce bleu, à partager ça sur les réseaux, et pourquoi pas nous suivre aussi sur notre page Facebook. Bon, sur ce, on vous fait des poutous et on va aller se faire une petite margarita au bord de la piscine. Ouais, ce film donne envie d'en boire. Ah ouais.